Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous pouvez sûrement l'entendre, je suis encore malade. Je tourne cette vidéo lundi 2 octobre et même si je me suis reposée ce week-end, le virus est tenace puisque j'entame mon 8e jour consécutif de maladie. Mais c'est sur le déclin, je le sens, je suis un peu plus énergique, j'ai plus de fièvre, je me mouche moins, j'ai juste les sinus encore un peu gonflés, mais ça va, je me sens d'attaque pour vous tourner cette vidéo. Et d'ailleurs, enfin, voici la première vidéo de ce mois d'Halloween en quelque sorte. Donc le mois d'octobre, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mois que je dédie totalement à des vidéos sur des sujets un peu paranormaux, bizarres, avec un petit peu de suspense. Et on va débuter ce mois d'octobre assez tardivement avec l'ordre du temple solaire. C'est un sujet que l'un ou l'une d'entre vous il y a quelques années m'avait demandé de faire, mais j'étais encore dans ma série des tueurs et tueuses en série, donc j'avais pas franchement envie de faire une petite aparté, et je me suis dit que ça pourrait plutôt bien coller avec le mois d'Halloween. Voilà, donc sans plus attendre, parlons de l'ordre du temple solaire. D'abord appelé Ordre international chevaleresque de tradition solaire, il s'agit d'un groupe religieux ésotérique néo-templier fondé en 1984 en Suisse par Luc Jouret et Joseph Dimambro. Ce faux ordre de chevalerie finalement est connu pour comment dire ce mot est connu pour des personnes qui se sont ôtées la vie collectivement. Voilà. En Suisse, en France et au Canada, ayant fait au total 74 victimes entre 1994 et 1997. L'affaire a été un facteur majeur finalement du durcissement de la lutte contre les sectes en France. Quand le poteau rose a été découvert, il y a vraiment une cellule de crise qui s'est mise en route. Et à ce jour, cette cellule continue d'exercer et essaye de démanteler les sectes, surtout celles qui mettent la vie d'autrui en danger et qui ne respectent pas finalement le droit des hommes. Pour la petite histoire, Joseph Dimambro est un bijoutier dans une compagnie spécialisée en or, ayant fait 6 mois de prison pour escroquerie. Il commence à pratiquer le spiritisme en 1970 et fréquente à ce moment-là un groupe nommé Service d'action civique. En 1974, Joseph Dimambro fonde le Centre de préparation à l'âge nouveau. Dès 1975, une communauté gervoise nommée Fraternité de la Pyramide se rencontre dans une maison de campagne afin d'y passer finalement des moments de solidarité, de discussion et d'entraide, touchant les thèmes de l'alimentation et de la spiritualité. C'est ce qu'on pourrait appeler finalement une petite retraite spirituelle en quelque sorte. Le chef Michel Tabachnik
structuré. Il y avait des membres, des adeptes, mais personne ne trouvait vraiment sa place. Il y avait un leader, mais il y avait également des sous-leaders, sauf qu'il y a des personnes qui s'y ajoutaient, qui voulaient être aussi sous-leaders. C'était vraiment le bazar. Donc l'offre faite à Joseph, c'est viens, on va restructurer ensemble cette secte, cette société, afin que chacun y comprenne où est sa place et que les choses se déroulent de façon plus apaisée et pérenne. Voilà. L'année suivante, ils créent ensemble la fondation Golden Way. Donc ils créent ensemble, on parle bien ici de Michel Tabachnik, il a vraiment un nom compliqué à prononcer, et Joseph Dimambro. Donc ensemble en 1978, ils créent la fondation Golden Way, dont Michel est nommé président. Quelques années plus tard, en 1982, Joseph annonce qu'une grande mission attend la fondation. Il annonce qu'un enfant roi doit naître dans la communauté. Donc déjà, c'est un peu compliqué à ce moment-là, parce que jusqu'à présent, la parentalité, la maternité et les naissances n'étaient pas vraiment au cœur de leurs préceptes. Mais là, du jour au lendemain, il y a un enfant roi qui doit naître. C'est pas qu'il va naître, c'est pas une prophétie, c'est il doit naître. En fait, c'est vital que cet enfant naisse dans notre communauté. Il va choisir Dominique Pélaton, une toxicomane recherchée par des proxénètes pour l'assassiner finalement, pour être la mère porteuse de l'enfant cosmique. Une cérémonie est organisée au cours de laquelle une épée touche le ventre de la femme, pépite, et un éclair surgit. Voilà, selon les sources, sans rapport, voilà. La jeune femme tombe enceinte et donne naissance à Emmanuel U2LE, donc une petite fille qui naît le 22 mars 1982. Si on fait les calculs, si début 82, on annonce l'enfant cosmique et qui naît en mars 82, elle était déjà enceinte au moment du rituel. Il n'y a rien de cosmique là-dedans. Elle était déjà enceinte, Au bout d'un moment, voilà, soyons honnêtes. En 1980, bien loin de cette communauté et avant la naissance de l'enfant cosmique, Camille Pilet fait un infarctus et rencontre l'homéopathe belge Luc Jouret. Ce dernier, avec le cas de Camille, commence à s'intéresser aux médecines douces, aux thérapies alternatives et à l'ésotérisme. Tout ce qui est médecine ancienne, médecine chinoise, il va vraiment y porter un intérêt assez important, parce que même si les médicaments aident les patients, il y a certains patients qui ne sont pas réactifs aux médicaments qu'on peut leur donner. Par contre, vont être réactifs, par exemple, à la balance de leur énergie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médecines non traditionnelles qui sont plébiscitées. Par exemple, les naturopathes, c'est quelque chose c'est un métier et un domaine dont on n'entendait pas parler il y a quelques années, qui aujourd'hui est assez populaire. Donc Luc Jouret va tout simplement commencer à s'intéresser à ce genre de médecine pour pouvoir assister et aider ses patients. En 1982, il crée le club Amanda. Il fait des conférences et défend la démarche spirituelle avec l'homéopathie. Selon lui, le corps et l'esprit sont assez puissants pour que, bien
ensemble, ils viennent à bout de toutes les maladies. L'homéopathie, ça prépare le corps et ça on va dire, ça l'aide à créer des défenses et des anticorps pour de potentielles maladies. Et esprit sain dans un corps sain, voilà, tout ce truc, pour lui, les deux sont compatibles. Et si on arrive à nettoyer son esprit, à purifier ses chakras, on aura moins tendance à tomber malade, ou si on tombe malade, on aura tendance à guérir plus vite. C'est d'ailleurs une croyance qui est encore très forte aujourd'hui pour le coup. Joseph, donc notre fameux Joseph qui a prédit l'enfant cosmique, va remarquer Luc et décide de le rencontrer. En parallèle, ce fameux Joseph se rapproche de l'ordre rénové du Temple. En 1983, la mort de Julien Aurigas, le leader de l'ordre du Temple. À sa mort, Joseph pousse Luc à reprendre cet ordre et à devenir son nouveau maître la même année. Mais sa nomination va créer une brisure au sein de l'ordre. Il y a des personnes qui ne vont pas comprendre qu'un outsider, que quelqu'un de l'extérieur reprenne ce rôle. Pour eux, ils avaient sûrement déjà quelqu'un en tête, quelqu'un qui méritait, quelqu'un qui était là depuis plus longtemps. Ils n'adhéraient peut-être pas forcément aux croyances de Luc. Donc, il y a eu une cassure. À ce moment-là, l'ordre est un peu démantelé et ils vont créer le fameux ordre international chevaleresque de tradition solaire. En 1984, la fondation Golden Way et l'ordre international chevaleresque de tradition solaire, j'adore, désolé, fusionnent pour donner l'ordre du temple solaire. Luc Jouret devient le conférencier et recruteur. Il devient le grand maître, bien que le véritable cerveau finalement derrière tout, le maître des finances qui plus est de l'organisation, est Joseph Dimambro. Les principales inspirations de l'organisation sont l'ésotérisme, bien sûr, et l'occultisme, de par sa croyance en l'existence et en l'efficacité des pratiques non reconnues ni par la religion ni par les sciences, et qui requiert une initiation particulière. Et c'est là où on va basculer dans le dangereux finalement, parce que même s'il y a certaines pratiques qui ne sont pas reconnues ni par les religions ni par la science et qui s'avèrent être efficaces, il y en a d'autres, si elles ne sont pas reconnues, c'est qu'il y a une raison en fait. C'est que potentiellement mal utilisées, mal maniées, ce sont des pratiques dangereuses qui pourraient être fatales. Et c'est là où ils ont passé le cap de on croit aux médecines non traditionnelles, aux médecines douces, à on croit et on pratique des finalement des pratiques que les religions, la science, l'État veut bannir parce que c'est trop efficace. Vous voyez ce genre de mindset, théorie du complot finalement. C'est à ce moment-là qu'ils ont basculé. En 1985, Joseph décide d'implanter un centre de survie au Canada dans la possibilité d'une guerre nucléaire. Le domaine est nommé Sacré-Cœur et possède une ferme biologique. En 1986, Antonio Dutoit, membre de l'OTS, va commencer à évoquer la mégalomanie, les supercheries et les malversations des chefs. Il dénonce le comportement de Joseph qui menait alors un train de vie contraire à ses enseignements. Il accuse également une mise en scène de tout
leur supériorité, mais aussi soumettre les plus faibles d'esprit qui vont prendre peur de leurs chefs qui, eux, possèdent des pouvoirs. C'est très psychologique tout ça. Par la suite, le fils de Dimambro, Eli, révèle les aspects financiers louches de son père. À la vue de ces informations, plusieurs donateurs réclament le remboursement partiel des fonds qu'ils ont engagés. Joseph promet de restituer les sommes demandées, mais les démissions de plusieurs membres de l'OTS, Ordre du Temple Solaire, on s'entend quand j'ai OTS, Ordre du Temple Solaire, se succèdent, tout le monde démissionne. Joseph décide de ne garder que les membres les plus proches et dévoués à sa personne. Dans les années 1990, Luc Jouret, ayant abandonné sa profession d'homéopathe pour se consacrer pleinement à l'ordre du Temple Solaire, commence à effectuer des conférences sur le développement personnel dans diverses entreprises, universités et banques, principalement au Québec, mais aussi en Suisse, en France et en Belgique. Joseph voit d'un mauvais œil finalement ces conférences et il va commencer à les aborder, voilà, à coup de je t'ai volé tes feuilles pour pas que tu puisses parler en public, ou j'appelle en ton nom pour annuler la conférence, je crève les routes de ta voiture pour que tu puisses pas t'y rendre. Voilà quoi. Complètement démuni, Luc finit par abandonner le projet et finit par totalement dépendre de Joseph. Joseph de son côté va être de plus en plus confronté à des critiques de la part des membres de l'ordre du Temple Solaire et va finir par modifier ses enseignements et prêcher un transit vers une autre planète. Au printemps 94, il convoque tous les membres et les fidèles de l'ordre du Temple Solaire et explique que la mission du temple arrive à sa fin et que les dirigeants doivent disparaître vers l'étoile Sirius. Est-ce que vous le sentez, le truc arriver ou pas? Devant l'ampleur des contretemps, la décision du transit vers Sirius est prise. Afin de préparer ce transit finalement, Joseph confie des missions particulières à ses membres proches les plus dévoués. L'élimination des traîtres, l'exécution des membres d'accord avec le principe du transit, mais pas nécessairement en passant par la mort physique. L'exécution des membres d'accord avec le principe du transit, qui acceptent la mort physique, parce que oui, ceux qui n'acceptent pas la mort physique, on va les tuer parce que ce sont des traites, mais ceux qui acceptent la mort physique, ils l'ont accepté, autant les tuer. Pas con, Joseph. En 1994, Maureen 8 fait 5 victimes allant de 3 mois à 35 ans et plus. Sherry fait 23 victimes allant de 12 ans à 79 ans. Salvan fait 25 victimes allant de 3 ans à 70 ans. En 1995, 15 nouvelles victimes sont ajoutées allant de 19 mois à 63 ans. L'auteur de ces massacres est inconnu. Et en 1997, 5 nouvelles victimes sont à déplorer allant de 39 ans à 63 ans, sans pour autant savoir qui est l'auteur de ces massacres. Dans le documentaire d'Yves Boisset sur cette affaire, Bernard Geiger, un responsable de police du Valais, déclare « Je le vois davantage comme un meurtre collectif. Je rejette formellement la thèse du suicide collectif décidé par tous. Cette idée est du pur cinéma. » Le réalisateur construit son argumentation autour de la
question. 74 morts et pas de coupables. Malgré tout, il semblerait que la justice persiste à qualifier ces massacres comme des sacrifices, car selon elle, les victimes ont consenti au sacrifice de leur vie. Alors, je suis pas une pro, mais quand on voit que en 94, Maureen Head avait 5 victimes, dont l'une avait 3 mois, j'aurais tendance à dire que le bébé n'a pas consenti au sacrifice de sa vie, mais qu'est-ce que j'en sais, moi, voyons. En 2001 et 2004, des familles des victimes ont demandé la réouverture de l'instruction afin de contester la thèse du suicide collectif. En 2006, Jean-Pierre Barre, un homme politique, et Maurice Fusier, un reporter de Radio France, ont relancé la thèse de l'assassinat, mais sans succès. Voilà. Alors, je ne suis pas allée dans tous les détails parce que ça aurait été beaucoup trop long. J'ai vraiment gardé l'essentiel. Aujourd'hui, aux yeux de la loi, il s'agit d'un suicide collectif, d'un sacrifice collectif. Et c'est là où j'ai un regard un peu mauvais sur cette loi, c'est que on parle quand même d'une secte de personnes qui ont utilisé psychologiquement une pression sur ces personnes-là. La plupart des membres de cette secte étaient des personnes sans abri, avec des troubles psychologiques, toxicomanes, alcooliques, enfin ils étaient tous au bout du trou. Donc forcément quand ils tombent sur une secte de personnes qui prennent soin d'eux, qui les acceptent, mais en contrepartie tout ce qu'on leur demande c'est leur loyauté, il y a un instinct de survie en fait qui se déclenche et on fait tout pour être dans les bonnes grâces de notre sauveur. Et les personnes qui sont un petit peu plus faibles psychologiquement finissent tout simplement par craindre ou par être vraiment en adoration et font tout ce qu'on leur demande. C'est pour ça que j'ai du mal avec c'est un sacrifice collectif. Prenons une seconde de recul pour se rendre compte que Joseph Di Mambro était vraiment quelqu'un de manipulateur. Il a très bien pu leur bourrer le crâne en leur disant c'est qu'une mort physique, c'est pas spirituel, vous allez renaître, tout ce que vous avez fait dans cette vie vous sera récompensé dans la suivante, vous verrez, on sera bien sur l'étoile Sirius. Mais en fait il voulait juste se débarrasser des membres de cette secte parce qu'il se rendait compte que c'était vraiment trop compliqué, qu'il devait beaucoup trop d'argent et il fallait que lui-même disparaisse. Donc bon, que ça a été... en fait je trouve que ça a été bâclé en disant bon bah c'était des tarés, c'est un sacrifice. Non, parce qu'il y a des personnes, ça se trouve, qui n'ont pas eu le choix. Il y a des personnes peut-être qui ont voulu sortir de cette secte, mais qui n'ont pas pu, qui n'ont pas eu le temps. Le bébé de 3 mois, je ne pense sincèrement pas qu'il se soit dit je suis bien ici, quoi. Enfin bref, ce n'est que mon avis. Écoutez, c'est fini pour cette première vidéo du mois